on a construit autour de nous de plus en plus de bulles. En l'occurrence, aussi des bulles algorithmiques qui nous ont enfermés dans des environnements culturels, sociaux, desquels il est de plus en plus difficile de sortir. Et puis, la crise sanitaire est arrivée et on s'est rendu compte que ces bulles sont devenues de plus en plus physiques. On s'est enfermé aussi dans des bulles, dans des cocons spatio-temporels aussi. Et puis, cet été, l'un des hommes les plus influents de la planète a répondu à une interview d'un grand magazine pour nous expliquer ce que pourrait être l'évolution de ces bulles, à la fois algorithmiques, mais aussi potentiellement spatio-temporelles, ces cocons dont qu'on a tous expérimenté lors de les derniers différents confinements, malheureusement. Alors, je ne vais pas aller au-delà, parce que je ne veux pas non plus déflorer le début de l'intervention de la prochaine intervenante, d'autant qu'elle va nous aider à mesurer l'ampleur du phénomène. Vous avez très bien compris de quoi je veux parler, puisque c'est inscrit tout autour de moi. Et elle est membre du Brain Trust de Boma. Je pourrais presque m'arrêter là pour te présenter, hein, n'est-ce pas, Primavera? Non, en fait, ça ne suffit pas, parce qu'elle est militante d'Internet et de l'open source, elle est spécialiste de la blockchain, elle est juriste, chercheuse au CNRS, elle est aussi chargée de cours à Harvard. Ce n'est pas la première fois qu'elle vient sur notre scène. Je vous demande d'accueillir Primavera des Philippines. Cool. OK. Donc, qui est-ce qui veut essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est le métaverse? Il n'y a personne qui veut essayer? Bon, bah écoute, moi je ne sais pas trop, donc on va peut-être demander à Morpheus. Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Voilà, bon. Ça fait un peu peur, en fait. Je ne sais pas si ça explique beaucoup c'est quoi le métaverse. On va rester... OK, donc c'est déjà un petit peu plus clair. Ça a l'air pas mal, mais évidemment, on n'en est pas encore là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le métavers ressemble plutôt à ça. Je ne sais pas si vous avez eu l'honneur de jouer avec Second Life. Donc c'est une des premières implémentations du métavers qui se présentait donc en milieu où on peut s'amuser, où on peut rencontrer des gens, mais aussi où on peut s'émerveiller, travailler et faire du business. Et donc ça a été créé au début des années 2000 et étrangement, en fait, ça n'a pas eu autant de succès que ça aurait pu. Peut-être qu'ils étaient un petit peu en avance sur leur temps. Et par contre, donc, on a un autre univers virtuel qui, lui, a eu beaucoup plus de succès. J'espère que vous ne le connaissez pas. C'est un jeu sur Facebook qui permet en fait à n'importe qui de créer sa propre ferme virtuelle et donc de l'administrer. Donc ça oblige en fait les utilisateurs tous les jours à se connecter à Facebook afin donc de s'assurer que leurs petits animaux et que leurs récoltes se portent bien. Et puis ensuite, on a peut-être plus intéressant, on a Minecraft. Donc c'est différent puisque c'est vraiment un univers qui est construit par les utilisateurs. Donc on peut imbriquer ensemble des milliers de petits blocs pour créer donc ces univers virtuels co-construits. Et donc les gens créent vraiment des univers de toutes sortes. Et c'est collaboratif et c'est vraiment généré par les utilisateurs. Et donc ça a eu assez de succès. Ça a été racheté par Microsoft à 2,5 milliards de dollars. Et puis après, il y a Roblox, qui est peut-être une des plateformes qui fait le plus parler aujourd'hui, qui est aussi un monde fait de blocs. Et donc, en fait, c'est une plateforme de jeu. Donc, tout le monde peut créer potentiellement son propre jeu. Et
Et ensuite, donc, on se connecte et on peut naviguer dans ces différentes plateformes qui font tous partie du même univers de Roblox. Et c'est donc une plateforme qui a eu vraiment beaucoup de succès pendant la pandémie, qui a 45 millions d'utilisateurs par jour et une évaluation en bourse de 45 milliards de dollars. Et puis bien sûr, on ne peut pas trop y échapper, on a Facebook. Et donc avec Mark Zuckerberg qui a récemment annoncé que le futur de Facebook, ça sera de devenir une plateforme de réseautage immersif dans le métavers, notamment grâce à la réalité virtuelle. So today we're announcing a new service called Workrooms. It's basically a virtual reality service for collaborating together and doing work. So this is going to be one part of this overall vision that we've talked about, and it's something that we've been using internally at Facebook for a while, and we really like. But it basically gives you the opportunity to sit around a table with people and work and brainstorm and whiteboard ideas. For people who can't be there through virtual reality, they can just video conference in, so you can include everyone. But it's this pretty amazing experience where you feel like you're really right there with your colleagues. Ok, bon, donc je ne vais pas vous montrer tout le métavers, mais maintenant qu'on a fait cette petite visite, j'aimerais bien qu'on réfléchisse ensemble sur quelles sont les caractéristiques distinctives du métavers. Donc quelles sont les différentes façons dont on peut le définir ou le reconnaître. Donc je vais vous proposer quelques idées. Donc premièrement, c'est un espace méta, donc c'est un univers qui existe au-delà de notre univers. C'est un univers persistant, donc qui ne s'éteint jamais et qui continue à exister et à tourner même lorsqu'on est déconnecté. C'est un univers immersif, donc qui va engouffrer les utilisateurs et qui les permet de faire des interactions en temps réel. Un espace interactif, donc qui va se nourrir des interactions et des contributions des utilisateurs. Et très important, c'est un espace interconnecté, donc qui va s'interfacer au travers d'une multiplicité d'univers aussi bien physiques que numériques. Voilà, donc vous allez peut-être faire la remarque qu'en fait, toutes ces caractéristiques, on pourrait très bien les appliquer à ce qu'on considère être l'Internet aujourd'hui. Et donc en fait, il y a une distinction fondamentale entre l'Internet et le métavers. C'est que l'Internet, ou le cyberespace, comme on l'appelait à l'époque, est arrivé avec cette promesse de déterritorialisation. C'est-à-dire qu'on peut désormais communiquer avec des personnes qui sont de l'autre côté de la planète en quelques secondes. Et ce processus, en fait, a été accompagné aussi d'un processus donc, de dématérialisation, mais aussi de déspatialisation. C'est-à-dire qu'on interagit derrière des écrans, et donc on n'a plus la possibilité de situer nos interlocuteurs dans l'espace, on ne peut plus les ressentir dans notre entourage. Et donc, malgré son nom, le cyberespace, en fait, n'est pas vraiment un espace. Et donc le métavers va lui réintroduire cette notion de spatialité. Aussi bien parce qu'il va s'intégrer au sein des espaces existants, donc avec notamment la réalité augmentée, mais aussi parce qu'il va créer ses propres mondes virtuels qui vont répliquer ces notions de mouvement, de déplacement et donc de spatialité qui ressemblent aux notions que l'on a dans le monde physique, même si évidemment ils n'obéissent pas aux mêmes prérogatives. Et donc, en fait, c'est pour ça que le métavers nous fait rêver, donc avec la possibilité de voler ou de se télétransporter. Et malgré tout, on se rend compte que sur Internet, quand on se connecte tout simplement donc, sur un serveur, ces notions de déplacement et donc de spatialisation n'existent pas. Et donc, en fait, ça veut dire que tout d'un coup, la notion de territoire aussi réapparaît. Et cela aussi bien d'un point de vue géographique, c'est-à-dire qu'on peut se situer, on peut se déplacer d'un coin à l'autre du métavers, mais aussi d'un point de vue juridique ou politique, puisqu'on va pouvoir maintenant délimiter des parcelles de terrain et on va pouvoir se les approprier pour potentiellement les exploiter. Et donc, évidemment, la spéculation financière n'a pas raté cette occasion pour en finir plus récemment avec Decentraland, où un terrain a été acheté à presque 1 million de dollars. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, la valeur de ces terrains dépend de leur géolocalisation. Et donc, plus ils sont emplacés dans une localisation centrale, plus ils vont générer du trafic et donc plus ils vont avoir une valeur élevée. Et donc tout ça pour dire qu'en fait, le métavers, ce n'est pas seulement un jeu, c'est aussi donc, de plus en plus un espace de vie, un espace d'interaction sociale, économique
et politique. Et donc, en fait, on voit qu'il y a de plus en plus d'acteurs commerciaux qui sont en train de se lancer dans ce nouveau univers virtuel. Et il y a vraiment donc des énormes sommes d'argent qui sont en train de transiter sur le métavers, bien qu'il s'agisse vraiment encore d'une économie assez embryonnaire, un peu comme l'Internet dans les années 2000. Et donc, quels sont les différents business que l'on peut observer sur le métavers? Donc, premièrement, il y a le business de l'immobilier, puisque si les terrains virtuels peuvent nous rapporter beaucoup d'argent, il y a aussi de l'argent à se faire pour aider les gens à trouver des bons plans immobiliers. Et donc, on a aussi bien des jeunes startups qui vont donc accompagner les gens à identifier, à trouver et à acheter ou à louer des terrains virtuels sur différents métavers. Et puis, on a aussi des agences immobilières traditionnelles existantes qui vont ajouter le métavers au sein de leur portefeuille et qui vont donc aussi proposer des services donc pour aider les gens à acheter des terrains et développer des infrastructures sur ces terrains afin donc de pouvoir les revendre plus cher ou afin de pouvoir louer l'infrastructure qui a été construite. Et donc, qui a besoin de cette infrastructure? Évidemment, c'est le business de l'événementiel. Et donc, ici, vous pouvez voir Travis Scott, qui est un chanteur américain, qui a fait donc une première, qui a fait un concert sur le métavers donc, de Fortnite. Donc, il a fait une performance de 10 minutes qui a rapporté plus de 20 millions de dollars, ce qui est 20 fois plus que l'argent qu'il se fait en moyenne avec les concerts dans le monde physique. Et puis ici, on a Lil Nas, un autre rappeur américain. Donc lui, il a choisi la plateforme de Roblox pour sa performance et donc il a eu 30 millions de vues et un profit de plusieurs dizaines de millions de dollars. Donc ils n'ont pas déclaré exactement le montant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la plupart de l'argent le profit était surtout généré non seulement par la vente des tickets, mais surtout par la vente des accessoires, donc des t-shirts ou de la marchandise qui était vendue lors du concert. Et donc ici, on voit encore un exemple encore plus intéressant. Donc là, c'est Snoop Dogg, un autre rappeur américain, qui a récemment acheté une énorme parcelle de terrain sur le métavers de Sandbox afin de construire une énorme mansion où il va organiser des concerts ainsi que des fêtes privées VIP. Et le but, c'est donc de générer donc de l'audience. Et il a aussi créé un partenariat avec Sandbox. Afin de créer donc des avatars à son image que les utilisateurs vont pouvoir acheter, ainsi qu'une série d'accessoires, donc ses habits, ses chiens ou sa collection de voitures qui seront aussi mises en vente sur la plateforme. Voilà. Donc, en gros, on voit qu'il y a en fait de plus en plus d'acteurs qui ont reconnu ces opportunités économiques et donc qui s'en lancent et qui sont en train de se spécialiser dans la création d'avatars ou la création d'accessoires pour ces avatars. Évidemment, ça intéresse aussi les marques de luxe. Et donc, on a ces entreprises pionnières telles que Gucci, Vans ou Balenciaga qui ont déjà commencé à vendre des produits virtuels sur ces plateformes. Et donc, en gros, aujourd'hui, on a plein de gens, notamment des gamins, en fait, qui dépensent des centaines d'euros pour décorer leur avatar. Et donc là, on a l'exemple très intéressant du sac de Gucci qui a été créé en version virtuelle sur Roblox et qui a été vendu à plus de 4 000 $, en sachant que la version physique du même sac dans les magasins ne coûte que 3 500 $. Et puis ça, c'est très récent, donc juste il y a quelques jours, Dolce & Gabbana s'est aussi lancé dans la création de vêtements de haute couture virtuelle. Et donc ils ont lancé une collection d'habits, de bijoux et d'accessoires en version virtuelle qui, en total, a vendu pour 5,7 millions $. Voilà, donc tout ça pour vous amener à cette question fondamentale que j'aimerais bien discuter avec tout le monde ici aujourd'hui, qui est qu'est-ce que ça veut dire en fait lorsqu'on achète des habits ou des accessoires pour nos avatars dans le métavers? Qui possède vraiment ces ressources numériques? Et donc plus généralement, qui possède le métavers? Et donc si on fait l'analogie avec l'Internet, la réponse est assez évidente. Personne ne
possède, personne ne contrôle le métavers, puisque c'est un univers qui est administré par une multitude d'opérateurs qui contribuent tous à l'existence de ce métavers, mais il n'y a pas un seul acteur qui peut contrôler le tout, un peu comme Internet. Mais évidemment, aujourd'hui, on sait bien qui possède l'Internet. Et donc, en fait, qu'est-ce qui nous garantit que le métavers ne va pas évoluer de la même façon avec une ou deux ou plusieurs plateformes dominantes qui, en fin de compte, vont gérer et administrer la majorité de l'infrastructure du métavers. Et donc, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le métavers tel qu'on le conceptualise, comme cet espace interconnecté d'univers virtuels, il n'existe pas encore. Et en fait, tout ce qu'on a, c'est une multitude d'univers, de mondes virtuels, de taille plus ou moins grande, qui sont complètement déconnectés les uns des autres et qui se font tous la concurrence pour devenir le métavers. Et donc, selon de votre âge, ça va vous rappeler quelque chose ou pas. Donc ça, c'est dans les années 90, lorsque l'Internet faisait ses premiers pas. On avait des entreprises telles que American Online et CompuServe qui offraient un service d'accès à Internet au sein de ce territoire fermé et contrôlé exclusivement par ces entreprises, et donc qui ne bénéficiaient pas de toute l'interopérabilité et l'innovation que l'Internet nous fournit aujourd'hui. Et donc, si on regarde un petit peu à l'état du métavers aujourd'hui, c'est pas très différent. C'est-à-dire qu'on a un tout petit nombre de plateformes qui se positionnent comme les pionniers, comme les leaders du métavers, et qui, évidemment, contrôlent complètement les plateformes qu'ils régissent, ainsi que toutes les ressources, tous les terrains et tous les objets qui existent sur ces plateformes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, lorsque vous achetez des accessoires sur le métavers, en fait, vous ne les possédez pas, puisque c'est les plateformes qui les possèdent. Et donc, si j'achète mon sac Gucci sur Roblox, en réalité, je ne possède pas grand-chose. Premièrement, parce que je n'ai aucune garantie que je vais pouvoir le garder, puisque peut-être que le partenariat entre Roblox et Gucci va se terminer. Et deuxièmement, parce qu'il n'y a pas d'interopérabilité, je ne peux pas le transférer. Et donc, le jour où j'en ai marre de jouer à Roblox, eh bien, tout simplement, je perds mes possessions puisqu'elles restent confinées au sein de cet univers virtuel. Et donc, ça pose des questions par rapport à quel est le futur de tous ces investissements dans le métavers. Et donc, en fait, soit je dois identifier une plateforme dominante, et donc si je pense que Roblox va devenir le métavers, donc je vais investir, je vais acheter des ressources, je vais acheter du terrain sur cette plateforme, mais en fin de compte, si je ne suis pas sûre de quelle sera la plateforme dominante, ou peut-être que cette plateforme n'existe pas encore, et peut-être qu'elle n'existera jamais, dans ce cas, je ne veux pas m'investir dans la plateforme elle-même. Par contre, je voudrais pouvoir investir dans les ressources numériques qui ont une existence propre et qui donc existent indépendamment de la volonté des plateformes sur lesquelles je les utilise. Et donc, le grand problème aujourd'hui, c'est qu'il manque cette notion d'interopérabilité. Et donc, pour pouvoir réaliser cette vision du métavers, il est important de créer une connexion. Et donc, si on réfléchit à quelle est la valeur ajoutée de l'Internet aujourd'hui, c'est vraiment l'interopérabilité des communications, donc la possibilité de transférer des messages d'une plateforme à l'autre. Et donc, pour que le métavers se réalise, il faut qu'il fournisse une forme d'interopérabilité entre des mondes virtuels, ce qui implique non seulement le transfert des messages, mais aussi le transfert et donc l'interopérabilité des ressources numériques. Et donc, l'anneau manquant pour que cette vision du métavers se réalise, c'est la notion de propriété numérique, c'est-à-dire la possibilité de posséder effectivement des ressources qui sont reconnues juridiquement en tant que telles et qui m'appartiennent indépendamment de la volonté des plateformes. Et donc, le problème, c'est que la propriété implique une forme de rareté. Et donc, les objets physiques sont rares en raison de leur matérialité. Les ressources numériques n'ont pas de rareté puisqu'on peut les reproduire à l'infini. Et donc, on s'appuie sur une forme de rareté artificielle qui nous est fournie par le droit d'auteur afin d'éliminer ou de réduire la reproductibilité de ces ressources numériques. Et donc, c'est intéressant, mais ça reste une rareté artificielle.
Et en fait, aujourd'hui, on a donc une nouvelle technologie qui nous permet de créer une nouvelle forme de rareté qui n'est pas une rareté artificielle, mais une rareté technique. Et donc, ça paraît un peu paradoxal, mais en fin de compte, ce n'est pas tellement différent de ce qu'on a fait depuis longtemps avec les photos ou avec les lithographies. C'est-à-dire que bien qu'elles puissent être reproduites à l'infini, l'auteur peut décider de créer des copies limitées. Et donc, il va les numéroter, il va les signer. Et c'est cette promesse de la part de l'auteur et c'est cette signature qui va garantir donc la valeur de ces copies puisqu'elles sont en nombre limité. Et donc aujourd'hui, avec la blockchain, en fait, on peut faire la même chose par rapport à des objets numériques. Et donc la blockchain nous permet de créer des ressources numériques qui sont rares, c'est-à-dire que malgré leur immatérialité, elles ne vont pas pouvoir être reproduites. Et donc vous connaissez probablement tous la blockchain par rapport à Bitcoin, donc la première crypto-monnaie créée en 2008 par Satoshi Nakamoto. Et donc la blockchain fait si qu'il est absolument impossible de reproduire ou de multiplier des bitcoins. Et en fait, les mêmes principes qui s'appliquent aux crypto-monnaies peuvent s'appliquer à n'importe quelle autre typologie de ressources numériques qui a vocation donc à garantir une rareté et une authenticité. Et donc la blockchain s'appuie donc sur un système de signature cryptographique et de certificats électroniques afin de garantir l'unicité, l'authenticité et donc la rareté de ces ressources. Et donc, si on compare la différence donc, entre les crypto-monnaies et ces nouveaux types de ressources, c'est que les crypto-monnaies, elles sont interchangeables, c'est-à-dire qu'un bitcoin est équivalent à un bitcoin, de la même façon qu'un euro est équivalent à un euro, alors que ces ressources ont vraiment une identité propre qui les distingue les unes des autres, et donc elles ne sont pas interchangeables. Et donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon les non-fungible tokens, ou NFT, et en français ça se traduirait par jetons non interchangeables. Et donc les artistes se sont immédiatement, les artistes numériques notamment, se sont vraiment lancés sur cette nouvelle opportunité puisque cette technologie leur permet pour la première fois dans l'histoire de créer des copies numériques uniques de leurs œuvres. Et donc c'est assez révolutionnaire et bien sûr le monde de l'art s'en est rendu compte assez rapidement et donc on a vu vraiment le prix de ces œuvres numériques monter à des valeurs assez exceptionnelles puisque désormais, finalement, les galeries, les collectionneurs, les investisseurs peuvent acheter des copies d'une œuvre numérique. Et donc, c'est super intéressant parce qu'en fait, ça veut dire que pour la première fois, les artistes numériques peuvent monétiser leurs œuvres sans avoir besoin de transférer le droit d'auteur qui est associé à l'œuvre, mais tout simplement en vendant une copie numérique de ces œuvres. Donc c'est un peu comme lorsqu'on achète un livre, on va pas détenir le droit d'auteur sur le contenu du livre, mais on va tout simplement posséder une copie du livre. Et donc c'est intéressant parce que donc, techniquement on peut voir qu'il y a 3 différentes couches d'éléments avec des degrés de rareté différents. Donc on a tout en haut l'œuvre, donc on a l'expression créative qui en théorie, n'est soumise à aucune forme de rareté puisque c'est quelque chose d'immatériel, mais auquel on va ajouter une forme de rareté artificielle avec le droit d'auteur pour limiter la reproduction. Ensuite, on va pouvoir encapsuler cette œuvre au sein d'un fichier numérique qui, encore une fois, en raison de son immatérialité, n'est pas soumis à aucune forme de rareté. Et puis, enfin, on va finalement pouvoir tokeniser et donc référencer ce fichier numérique au sein d'un token unique sur la blockchain qui sera donc soumis à une vraie forme de rareté numérique. Donc un petit schéma récapitulatif pour s'assurer que tout le monde a bien compris. Donc on a aujourd'hui 2 typologies de rareté. On a la rareté traditionnelle, donc des objets physiques qui sont rares en raison de leur matérialité. Et ces ressources peuvent à la fois être interchangeables tels que l'argent, l'or ou la monnaie, ou non interchangeables, donc tels qu'un monument ou une peinture unique de Picasso. Et puis, de l'autre côté, on a maintenant ces nouvelles ressources numériques qui sont aussi rares en vertu donc, de la blockchain de façon technique. Et pareil, elles peuvent être à la fois interchangeables telles que la majorité des crypto-monnaies ou non interchangeables telles que les NFT.
Voilà, donc on va quand même en retourner au métavers, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Et on comprend peut-être maintenant un petit peu mieux pourquoi les NFT sont tellement importants pour le métavers, parce qu'en fait, ils vont nous permettre de créer des ressources numériques que l'on possède réellement. Ça veut dire que si je vais acheter l'NFT d'un sac Gucci sur Roblox, en fait, ce sac ne sera pas confiné au sein de l'univers de Roblox. Il va exister sur cette plateforme, sur cette base de données décentralisée qu'est la blockchain, qui n'est contrôlée par aucune de ces plateformes, et donc qui peut être utilisée simultanément par plusieurs plateformes. Et donc ça veut dire que je vais pouvoir porter, mon avatar va pouvoir porter le sac Gucci sur plusieurs métavers. Ça veut dire que je vais pouvoir le prêter à mes amis sur Facebook, ou pourquoi pas, je vais pouvoir le revendre sur le marché secondaire si en fait il ne me plaît plus. Et donc, pour conclure, je voudrais faire un petit exercice de perspective. Donc, quel est le futur du métavers? À quoi est-ce qu'il va ressembler donc, en 2032? Et je pense qu'il est assez facile d'imaginer, en tout cas, que le métavers va commencer à récupérer de plus en plus de nos interactions sociales, économiques et potentiellement politiques. Par contre, il est plus difficile de deviner quelle est la forme que cette révolution numérique va prendre, puisqu'en fait, il pourrait se diriger de deux façons radicalement opposées. Et donc, soit on va voir l'émergence de une ou deux ou plusieurs plateformes dominantes qui vont donc contrôler toutes les interactions que l'on fait sur le métavers et qui vont posséder toutes les ressources qui circulent sur ces plateformes. Soit on va voir émerger donc, un métavers beaucoup plus décentralisé, interconnecté. Et cela implique évidemment l'adoption de standards et de protocoles qui doivent être adoptés par plusieurs acteurs afin d'assurer l'interopérabilité entre ces différents systèmes. Et cela implique aussi l'adoption d'une base de données décentralisée et sécurisée, telle que la blockchain, afin de s'assurer de garantir la propriété et la rareté des ressources numériques. Et donc, c'est de la prospective, mais en fait, ça commence déjà à émerger. Et donc, on a déjà quelques plateformes qui s'appuient sur la blockchain afin de fournir un monde virtuel plus décentralisé. Donc, on a le cas de Sandbox, Decentraland ou CryptoVoxel, qui utilisent toutes les NFT, et donc toutes les ressources que l'on peut acheter ou échanger sur ces plateformes sont représentées par un NFT, et donc elles sont vraiment possédées et contrôlées par la personne qui les a achetées. Et donc c'est peut-être grâce à ça qu'on va donc se diriger vers un métavers donc de plus en plus ouvert et décentralisé, qui ne sera pas contrôlé par Facebook ou par Roblox, mais qui se construira de façon beaucoup plus organique grâce à l'interconnexion donc de plusieurs mondes qui sont interopérables les uns avec les autres. Et donc en fait la blockchain peut représenter cet écosystème, cette base de données qui est utilisée par différents métavers, et les différents métavers ne sont que des interfaces. Et donc je pourrais interagir par Roblox, je pourrais interagir avec quelqu'un qui est connecté par une autre interface. Et donc là on arrivera vraiment à une modalité du métavers qui s'apparente à ce que l'on connaît aujourd'hui pour étant l'Internet. Voilà, donc sur quoi vous voulez parier? C'est une question très difficile, mais vous avez de la chance parce que vous n'êtes pas des spectateurs passifs. Et en fait, le métavers est encore en train d'évoluer. En fait, on a tous la possibilité d'influencer la façon dont il va évoluer, puisque, en fin de compte, c'est selon de quelle plateforme on décide d'utiliser, sur quelles ressources on décide d'investir, qui va vraiment déterminer laquelle de ces plateformes aura le plus de succès. Et donc je termine avec une petite perle de sagesse de la part de Morpheus. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. Voilà, Merci, Bruno. merci. Merci.